Je m'occupe de plusieurs projets de recherche différents. En ce moment, je travaille sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, sujet que j'ai décidé de vous présenter ici pour cette conférence. En santé, je suis spécialiste de la santé. Alors tout d'abord, j'aimerais vous présenter le cerveau, c'est-à-dire comment fonctionne la perception du réel du cerveau. Et ça, c'est un point de départ intéressant à comprendre ensuite les mécanismes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Le cerveau et toutes les fonctions inconnues cérébrales du cerveau, le cerveau fascine. Et il y a beaucoup de tentatives scientifiques d'en examiner en fait les fonctions, comme j'ai en tête le Human Brain Project, qui avait fédéré plein de laboratoires de recherche du monde entier pour essayer de le modéliser sur un super ordinateur très puissant et de tout découvrir, mais même si ponctuellement on découvre quelques bricoles par-ci, par-là, et effectivement on arrive à avancer, à améliorer les choses, on se rend compte aussi que c'est impossible pour le moment de tout refabriquer, l'ensemble des mécanismes qui fait la vie. Donc le cerveau, il fait 1,5 kg, il tient dans une main. Mais en même temps, comme disait Rama Kadran sur une de ses conférences de présentation à la TED, il peut compléter l'immensité de l'espace interstellaire, apprécier la notion d'infinité, se voir lui-même en train d'apprécier la notion d'infinité, poser des questions à propos de l'existence, de la nature de Dieu, etc. Le cerveau est un mystère. Il y a 100 milliards de neurones, ça fait beaucoup. On pense qu'il y a plus de neurones. Il y a des scientifiques qui ont déterminé qu'il y a plus de neurones dans un cerveau que d'éléments dans l'ensemble de l'immensité galactique. Chaque neurone a entre 10 000 et 100 000 connexions, contacts avec les autres. Et le nombre de combinaisons et permutations, etc., excède le nombre de particules dans l'univers. Donc le cerveau, c'est un grand mystère. Après, le cerveau simulateur, c'est encore un petit peu autre chose. C'est vraiment dans son rapport à percevoir le monde. Ça, c'est une illustration que m'avait fait une de mes illustratrices pour parler de la modélisation et fonctionnalisation du corps humain, fonction par fonction, où on peut s'échanger des choses sur le mode d'un bébé post-smartphone que le Google Lab X voulait sortir prochainement. Le Ruby, un Ruby Phone, quelque chose comme ça. Donc, le cerveau simulateur, en fait, c'est des découvertes récentes et pas récentes. Pas récentes dans le sens où ça date que du milieu XXe siècle. Sur les neurones, dans les aires frontales du cerveau, on s'est rendu compte qu'en fait, les neurones, ils étaient capables de s'inspirer visuellement d'une action que nous étions en train de faire pour l'enchaîner ou l'anticiper. Et de même, donc ça, c'est les neurones qui servent à la détermination de l'action dans l'environnement. Et puis également, si je vois quelqu'un en train de faire une action, les neurones miroirs, ils vont être impliqués dans la simulation. Je vais créer une simulation dans mon cerveau de la personne qui va être en train de faire une action. Et moi, ça va me donner l'impression de faire cette action. Et encore plus loin, ce qu'on s'est rendu compte récemment, certains neuroscientifiques, c'est que si j'avais pas, grosso modo, s'il me manquait un bras et je voyais quelqu'un en train de faire une action avec son bras, et ben, la simulation dans mon cerveau de l'action avec le bras serait exactement la même que si moi, je pratiquais l'action avec le mien, alors que j'en ai plus. Donc il y a vraiment une espèce, c'est plus qu'une empathie, c'est une espèce de réciprocité neuronale hallucinamment forte, une illusion réelle qui se pratique dans le cerveau de façon constante et qui fait partie des propriétés cérébrales de chacun. Donc le cerveau, tous ces dispositifs sont apparus au cours de l'évolution, avec une programmation développée au cours de l'ontogenèse et des réflexes, un ensemble de réflexes. Alors il y a le réflexe vestibulo-oculaire qui est la stabilisation du réel sur la rétine, donc des réflexes que j'espère vous
pratiquerez en m'écoutant moi, de saccades oculaires en voyant les déplacements, mouvements de déplacement rapide d'un slide à une personne qui rentre par la porte. De poursuite, c'est maintenir une fixation durable et ainsi de suite. Il y a un ensemble de réflexes comme ça que la réalité virtuelle et la réalité augmentée sollicitent, bien sûr, parce qu'on essaye de recomposer en fait, ces conditions-là de l'environnement cérébral. De même, le cerveau, de façon naturelle, intègre des automatismes et des scénarios. Comme tout jeune, on apprend la gravité par expérimentation, en fait, et ressenti corporel, et on l'applique aux objets physiques de notre environnement. Donc, imaginez plonger dans une réalité virtuelle de mon slide et suivre cette nuée d'objets connectés sur un lac en pleine nature. Donc voilà, c'est vraiment un potentiel d'imagination. Et puis avec une entrée par le regard très très forte qui tout à coup, paf, vous fait plonger sur des circuits qui sont acquis par le temps et l'expérience du temps. Il existe donc dans le cerveau une grande habilité par rapport à toutes ces fonctions et ces fonctions majeures à chaque instant, de la perception du mouvement, de la mise en correspondance toucher-vision, du temps de transmission nerveux court, de la résolution des problèmes de délai, et ainsi de suite. On recorrige, en fait, sur le plan de l'illusion et de la simulation, perpétuellement, tout notre environnement. On est en mode de recorrection perpétuelle de tout notre environnement, et c'est assez fascinant. Et du coup, ça crée des difficultés techniques pour la reconstruction d'un environnement virtuel. Et c'est pour ça aussi, c'est peut-être le point de départ de l'explication de l'ensemble des points de vue, mais avec aucun point de vue des points de vue, parce que nos recorrections ponctuelles et permanentes sont subjectives et très très personnelles. Donc, et puis après, on peut décliner à l'infini et créer de nouvelles perceptions. Voilà. Donc, dans le cerveau, il existe une fonction de modification du schéma corporel dans cette création d'illusions en tant que solution pour pallier à des dysfonctionnements et ça de façon extrêmement rapide. Je crois que l'instinct, c'est 36 millisecondes de réaction. Le temps de réaction d'un instinct, c'est 36 millisecondes. Et cette modification perceptive de notre environnement, de notre rapport à l'environnement, il est extrêmement rapide également. Ça, c'est une autre illustration. Voilà, on avait pris l'imaginaire pop art de Liechtenstein qui porte la paire de lunettes Goggle Glass, I Know Where to Find You, pour partir dans cet imaginaire là justement illusoire et d'illusion refabriquée par la possibilité de la réalité virtuelle. Donc j'ai évoqué rapidement Ramachandran, qui est un grand neuroscientifique et qui avait travaillé sur les mécanismes de plasticité du corps humain qui sont absolument incroyables, qui sont très récents. Ce n'est pas des découvertes qui étaient accessibles, une connaissance qui était accessible il y a ne serait-ce que 50 ans en arrière, et sur la façon dont dans le cerveau existe justement ce potentiel à imaginer incroyable et à fabriquer des illusions. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la douleur du membre fantôme pour des gens qui souffrent d'une amputation de bras. Donc on s'appuie, beaucoup de recherches s'appuient sur des gens qui ont des pathologies, voilà, et ça permet de servir de point de départ. Donc qui ont des membres fantômes, qui ont perdu leurs bras et qui souffrent réellement des douleurs fantômes très très importantes sur des années. Si au Moyen-Âge ils étaient condamnés pour sorcellerie parce qu'on pensait qu'ils étaient possédés et ainsi de suite, aujourd'hui on sait qu'il y a une souffrance effective qui n'est pas psychologique. Et par contre, en fait, après une quantité de méthodes scientifiques plus ou moins compliquées, Ramachandran a juste fourni la possibilité au patient de poser un miroir en face de sa main valide, de sa main encore existante. Donc par réflexion symétrique, il pouvait voir son autre main et ça interrompait immédiatement les douleurs. Donc uniquement en voyant
avec un miroir, une réflexion d'un membre, ça nous permet d'en créer immédiatement la représentation et d'arrêter la souffrance ou de la suppléer ou de s'augmenter à l'infini. Donc, en ces perspectives de rééducation, je pense, résiderait sur le plan scientifique la réelle perspective de rééducation en cas d'hybridation du corps humain homme-machine, en cas d'augmentation des choses comme ça, parce que vraiment, il y a des mécanismes qui sont extrêmement puissants, finalement. Donc, il y a une multitude d'autres expériences, comme celle de Dove ou de Blanc, pour recréer ou créer des sensations sur un visuel illusoire, grâce à la réalité virtuelle. On projette par exemple un réel illusoire, un scan de quelqu'un qui court, et en stimulant avec cette projection-là, en stimulant des parties de son corps ou de sa peau, on se rend compte qu'on ressent les stimuli que la personne est censée subir. Si elle est touchée sur la vidéo, on les ressent. Voilà. Donc il y a des forces comme ça qui servent aussi de point de départ à la création technique de l'environnement de réalité virtuelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez les stimuli. Je pense que c'est voilà, les stimuli, c'est une boucle qui se crée dans le cerveau qui stimule quelque chose, et le point de départ est souvent visuel. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette expérience qui fonctionne. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous la mettre. Non, je ne vais pas vous... Je vous la mets? Ouais. Hop. Bon, elle ne marche pas de toute façon. Ah si. The Monkey Business Illusion. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, il faut compter combien de fois les joueurs qui portent du blanc se passent la balle. Merde, mince. C'est pas possible. Donc, vous savez combien... Qui a trouvé 16 passes? C'est bien, vous êtes super fort, bravo. Bon, c'est reparti. Mais en fait, c'était pas ça. Voilà, là, je vous passe la suite. Did you spot the gorilla? Ah ouais? Ah, vous êtes super fort, moi, j'avais pas vu le gorilla. C'est connu, de toute façon. Ouais. Ouais, maintenant, c'est quand même, ça a 10 ans ou 15 ans. Mais bon, c'est un exemple assez frappant. Il y en a d'autres. Il y a les expériences de type miroir, où tout à coup, avec un objet qui passe, on intervertit deux personnes, et personne sans... Ça a recommencé depuis le début? Ah non, c'est bon. Voilà, le gorilla, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, qui arrive et qui est très visible. Qui la connaissait pas, cette vidéo? Ah, quand même, parce que j'ai eu peur, je me suis dit, bon. Alors, tout ça pour dire qu'avec tout ce qu'on a abordé de façon extrêmement rapide et extrêmement vulgarisée, soyons clairs à l'instant, la réalité de la réalité virtuelle, c'est vraiment recréer des fonctions cérébrales qui nous sont acquises par le temps, qui sont considérées comme innées, et sur lesquelles on ne se pose même pas de questions. D'accord? Mais ces procédés de simulation-là sont des procédés qui sont permanents en nous, et sur lesquels sont des déséquilibres qui se créent comme ça, en permanence, et sur lesquels on a l'habitude de se relayer. Et que ça nécessite, pour recréer ça sur le plan technique, une collaboration extrêmement forte entre ingénieurs et spécialistes de la cognition. Mais réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un problème de définition avec réalité virtuelle et virtuelle augmentée. Voilà.
Donc, la réalité, tout d'abord... ah, bah, elle est pas là, Ah si, c'est ça. C'était ma définition. Le mot réalité est un des plus prostitués de toutes les langues du monde. Nous croyons tous savoir ce qu'est la réalité, mais si on nous interroge, nous découvrons qu'il y a autant d'acceptation de ce mot d'habitants sur Terre, donc 7,5 milliards. Il n'est pas étonnant que les conflits sans nombre agitent sans cesse les individus et les peuples, réalité contre réalité. C'est une sorte de miracle que dans ces conditions, l'espèce humaine existe encore. Donc, réalité contre réalité, c'est vrai que la réalité, déjà, c'est un mot qui prête à... Parce que la réalité des uns n'est pas la réalité des autres, nous sommes tous d'accord. Ensuite, le problème de définition avec virtuel. Alors, le terme réalité virtuelle vient de l'anglais, et en français, ça sonne un petit peu comme un oxymoron, parce que l'anglais, virtual, ça veut dire de fait et pratiquement, tandis qu'en français, c'est un peu différent. Donc après y avoir réfléchi et souligné ces problèmes de définition, certains scientifiques et spécialistes de la réalité virtuelle se sont accordés à dire qu'il finalement, il aurait fallu mieux l'appeler réalité vicariante par rapport à ce principe que je viens d'aborder rapidement de vicariance fonctionnelle du cerveau, sur lequel a très très bien travaillé Alain Berthaud du Collège de France d'ailleurs, qui décrit le fait que le cerveau se plie constamment à des procédés d'illusion, de mise en illusion, et de réajustage, de rééquilibrage, comme ça. La réalité vicariante, donc, voilà. Donc c'est l'idée que le cerveau puisse substituer un système à un autre, et la particularité de l'image numérique sur laquelle nous travaillons en réalité virtuelle, dans l'ère de laquelle nous vivons, finalement, parce qu'entouré d'images, comme ça en permanence sollicité par les images, tout le temps, c'est d'aller jusqu'au bout de ses capacités. Alors, la définition de la réalité augmentée, par opposition à celle de la réalité virtuelle, c'est que la réalité virtuelle, on est immergé dans un univers qui n'existe pas de A à Z, tandis que la réalité augmentée se sert d'éléments de réalité, de la réalité, et de façon qui coïncide très bien juxtaposée, très bien synchronisée, injecte des éléments virtuels, qui fait que du coup, on adhère à l'illusion. Voilà. Donc, stricto sensu, quand on a avec les Google Glass des infos sur la personne avec laquelle on parle qui s'affiche sur la droite, c'est pas de la réalité augmentée, c'est de la réalité virtuelle. Les procédés sont ceux de l'immersion et l'interaction par le regard. Et par le regard, tout de suite, dès qu'on tourne la tête ou on regarde quelque chose, on s'immerge, on est en immersion. On n'a pas besoin d'utiliser de casque, on n'a pas besoin de 360 degrés forcément, et on rentre directement en immersion avec l'environnement proposé. Les types d'immersion, il y en a 3, sensorimoteur, cognitif et fonctionnel. À la différence du virtuel, le spectateur passif devient un acteur du virtuel. Il observe, se déplace, agit ou communique avec autrui ou l'application. En fait, le sujet il est toujours invité à pouvoir recommencer des séries d'actions. Donc il y a un côté très éphémère, on peut recommencer à chaque fois des séries d'actions. Mais c'est vraiment le focus, c'est pas la communication, comme pour l'interfaçage homme-machine ou cerveau-machine, c'est vraiment l'action, la mise en action. Le gros objet de la réalité virtuelle, c'est absolument pas du tout de reproduire à l'identique un monde réel. Mais c'est de s'extraire au contraire de la réalité physique pour changer de temps, pour changer de lieu, pour changer de monde imaginaire, d'y incorporer une autre symbolique.
Donc, il n'y a pas de réalisme dans la réalité virtuelle, le réalisme n'est pas demandé. Et sur le plan technique, on peut jouer sur justement des petits décrochages, tant que l'utilisateur est en immersion et trouve l'immersion concluante, suffisamment concluante. Donc c'est une notion de présence, finalement. C'est une notion de présence avec cet effet de percevoir les objets réels ou vivants, les événements, les personnages qui se situent sur la scène de l'interaction. Il y a des problèmes techniques. Bien sûr, au jour d'aujourd'hui, il existe des problèmes techniques. En tout cas, c'est une reprise pareille de Liechtenstein. I would have loved what you didn't respond. Les problèmes techniques, il y a des problèmes de latence, c'est-à-dire de décalage temporel entre l'action de l'utilisateur et les conséquences de cette action sur son environnement virtuel. Donc ça peut être un gros problème. Et c'est encore un gros problème. Ou les incohérences sensorimotrices. Voilà. Donc cette boucle perception, cognition, action de la réalité virtuelle n'est pas encore parfaite. Et du coup, si l'immersion n'est pas concluante, l'utilisateur il est freiné dans son implication sensorimotrice et l'environnement n'est pas suffisamment concluant pour servir d'environnement virtuel. Des casques, il y en a une multitude. S'il n'était pas obligatoire, maintenant vraiment il y a vraiment un marché du casque incroyable. Donc, dont l'HoloLens, dont tous les casques Google Glass, etc., etc., etc. Chacun sort le sien. Et en santé. Alors, pour revenir à ça, quelles sont les applications en santé? Parce que je préfère me focaliser sur les applications en santé rapidement pour conclure, pour terminer. Car en réalité, il y en a plein, il y a tout les jeux, tout ça. Mais en santé, il y a quand même un aspect très, très intéressant. L'œil du chirurgien peut être augmenté, car il peut voir en transparence du corps humain l'invisible et l'infiniment petit. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc là, par exemple, c'est une application qui s'appelle Augmentix et qui permet, on scanne, on crée une image en fait de la lésion grâce à une caméra qui regarde l'intérieur du corps en mini-invasif. Donc on modélise cette image et ensuite on la juxtapose sur le corps réel ou sur une photo. Et ça permet plusieurs choses aux chirurgiens. Donc ça permet, si l'ouverture de l'intervention est suffisamment grande pour pouvoir juxtaposer cette image de réalité virtuelle, ça lui permet de voir vraiment avec une grande finesse et une grande précision le tracé de son outil et des informations nécessaires à optimiser l'intervention chirurgicale. Donc il y a des salons. Il y a un salon en France, le salon Laval, qui a terminé la semaine dernière, je crois, qui examine un petit peu, qui articule, qui a pour objet en fait de fédérer beaucoup de start-up et de centres d'intérêt de recherche autour de la réalité virtuelle en France et la réalité augmentée, et qui, je crois, à partir de septembre prochain, organisera une grande conférence ou journée annuelle en lien à ces sujets, et qui propose, c'est pareil, des immersions expérimentales en utilisant des dispositifs de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Voilà. Alors, je ne sais pas si... donc, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, c'est finalement quelque chose qui, je pense, c'est quelque chose qui fait partie de nos fonctions cérébrales, de nos aptitudes, de nos habilités à envisager, imaginer l'environnement. Et du coup,
dans une application généraliste à l'ensemble de la société, il y a une fabrication d'environnement qui est proposée. Et il faut réellement, il y a des enjeux et des impacts sociaux, éthiques importants sur l'humain, parce que ça modifie en profondeur l'interaction humaine, en fait, ici, du soignant au soigné. Parce qu'il y a aussi des applications en réalité virtuelle, en fait, pour les étudiants de médecine qui peuvent pratiquer des leçons d'anatomie sur des projections comme ça du corps humain. C'est pareil, qui bravent, hein, du coup, les limites du corps humain en pouvant plonger en son intérieur et qui peuvent explorer comme ça dans l'infiniment petit tous les ressorts des organes. Et ainsi de suite, et qui sont expérimentés aujourd'hui par certaines universités de médecine aux États-Unis, mais qui ne sont pas encore systématisés à l'ensemble des laboratoires d'anatomie, bien sûr, pour remplacer la dissection connue depuis toujours. Mais il y a des ressources qui sont intéressantes de la réalité virtuelle en santé, donc sur plusieurs de ces points. Mais après, en société, c'est une autre question. Et comme vous l'avez compris, et je tiens quand même à faire le point, je ne parle pas de l'ensemble des applications en société, ni d'une systématisation, une radicalisation de l'ensemble de ces usages en société, où on créerait en permanence une illusion fabriquée, et où on tomberait alors dans des positionnements complètement dystopiques, finalement, de société. En santé, il y a des points qui sont vraiment extrêmement forts, hein, comme ceux de l'apprentissage pédagogique, comme ceux de la révision du geste du chirurgien avant son intervention, du suivi pendant son intervention, et ainsi de suite, et qui permettent d'augmenter vraiment son regard en puissance. Après, il y a des problèmes, bien sûr. Ça sous-entend, en fait, il y a un problème un petit peu particulier, c'est qu'en fait, pour le moment, on s'orientait plutôt vers des chirurgies micro-invasives avec des ouvertures très très petites. Mais avec ce type de procédé pour projeter une image, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même avoir un espace de lecture plus important. Et du coup, ça arriverait à une aporie. On arriverait sur une aporie de la pratique de chirurgie. Voilà. Donc, c'est un perpétuel questionnement constructif. Il faut avancer avec sagesse, je pense, dans tous ces défis-là de production technologique sur le corps humain. Pas oublier d'intégrer une éthique sur laquelle on travaille beaucoup avec l'INSA de Lyon, en mode de réflexion entre science, technique, progrès, et pouvoir avancer sagement et dans toutes ces histoires de réalité virtuelle. Voilà, je vous remercie. Bonjour madame, tout d'abord merci pour votre travail très intéressant. J'avais une question en rapport avec l'œil. Pensez-vous, comme le professeur Petitot, dans son livre Neurogéométrie de la vision, qu'il a fait il y a plus de 20 ans, qu'il faut donner à l'œil bien plus qu'un simple rôle de capteur, d'afférent, et bien d'organe d'intégration faisant partie prenante du cerveau? Alors, je ne connais pas la référence de votre ouvrage, mais c'est un médecin? Non, c'est un professeur à Polytechnique, ici. D'accord, ok. Il a écrit notamment Neurogéométrie de la vision, je pense que c'était en années 90, esthétique et morphologie. C'est vrai que moi je le considère comme un pionnier dans ses recherches, notamment par rapport à ce que vous décriviez par rapport au monde de l'applique, qui nous fait découvrir aussi là, notamment les travaux de l'école, ce qui nous permet de voir ce qu'on a le sentiment de toucher. Et je parlais de l'œil justement comme ce capteur qui parfois manque en robotique, qui nous donne ce feedback, comme je vous le disais très justement, qui permet d'appréhender, même de sentir, de voir, et même d'avoir un effet miroir qui est fabuleux en pédagogie. Très bien. Alors, vous me demandez si, en fait, vous pensez, parce que comme je ne connais pas l'ouvrage, c'est vrai, je posais...
c'est bien plus que ça. On se rend compte. Je m'appuie sur... on redécouvre des travaux qui ont une dizaine d'années qui ont été faits dans ces... Le regard ou l'œil, c'est la porte d'entrée principale de l'immersion. Et c'est la porte d'entrée aussi de tous les mécanismes et des boucles corticales qui se créent pour faire véhiculer un stimulus et arriver avec une représentation de l'environnement. Mais après peut-être que je ne comprends pas très bien votre... Je pense que vous avez répondu à cette notion de boucle. D'accord. Je fais un écho par rapport à ce qui était abordé en robotique. Après, je ne sais pas si vous faites allusion à l'augmentation vraiment de l'œil ou à une réflexion sur l'œil en tant qu'organe tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous le découvrons encore au fur et à mesure. Et cette porte d'entrée du regard-là, magique, incroyable, qui est l'œil sur le cerveau et des mécanismes d'appréhension comme ça du cerveau. Oui, oui. Oui, on peut effectivement, mais c'est beaucoup plus... l'immersion peut être faite par le toucher ou l'ouïe, mais c'est quand même plus rare, selon les pratiques de réalisation technique, du moins, de ce type de dispositif. Je crois que le regard utilise à peu près 80% des zones du cortex. Oui. Donc c'est effectivement l'organe absolument majeur en termes d'accès à la réalité. Voilà, l'organe par excellence, le regard. Donc ça prête beaucoup de questions en fait, et c'est vrai que ça ouvre tout un grand champ de questions sur une réflexion sur notre perception du regard et la façon dont on regarde et dont on est enveloppé par le regard vis-à-vis de notre environnement aussi, de façon réflexive. Merci. Encore une question. Vous n'avez pas tellement insisté pour tout le côté, je dirais, auditif, qui est, je dirais, certainement majeur aussi, pour compléter l'immersion. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits derrière là-dessus. Parce que, comment dire, si on n'a que le regard qui joue, et pas au niveau auditif, qu'on entend des bruits discordants avec la réalité qu'on observe, là, l'immersion est totale. Effectivement, on peut créer des dissonances cognitives comme ça aussi par rapport à des immersions où le son se retrouverait en espèce de bande son intradiégétique et discordant avec la vue. Mais oui, il y a des travaux sur ces sujets. Mais après, c'est aussi possible de mélanger, je pense, personnellement, les sons quels qu'ils soient. Parce que par exemple, ici, maintenant, dans cette pièce, si tout à coup, on entend le son d'une pelleteuse à côté, ça ne va pas nous déranger par rapport à notre interaction. Donc je pense que sur le plan sonore, on a l'habitude d'endurer beaucoup plus de dissonances cognitives avec la situation visuelle qu'au sein même et au cœur de la situation visuelle ou du ressenti, par exemple, et du lien vision-toucher. Ah oui, le son, après, oui, non, mais ça, je ne le remets pas absolument pas du tout en question. Oui, le son a une puissance intrinsèque également. Oui, bien sûr, ça dépend. Il y a des canaux sensoriels, en fait, en chacun de nous. On développe un canal sensoriel de façon plus exacerbée que d'autres. Et chez certains, c'est plutôt le canal auditif. Chez d'autres, ce sera plutôt le canal visuel et tout ça, en sachant que la vue a une très, très grande importance sur le mode de fonctionnement cortical, dans le cortex, occupe beaucoup de... Oui, le toucher, le regard. Ouais. Le lien toucher-regard, c'est l'un des liens favoris dont s'occupent sur le plan technique les réalisateurs, les concepteurs de Hervé. Ouais. Merci.